Une jeune fille a disparu en 1986 après avoir quitté son domicile en roller en direction de la maison d'un ami qu'elle n'a jamais atteint. Ses parents ne se sont rendus compte de sa disparition que lorsque l'ami a appelé pour demander si elle avait toujours l'intention de venir. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Elle avait disparu sans laisser de traces. Mais 20 ans plus tard, ses parents se rendent sur un petit marché local, et ce que le père voit dans la vitrine d'une brocante lui glace le sang. Le soleil de l'après-midi, d'un or brumeux, filtrait à travers la dense canopée de platanes et de châtaigniers centenaires qui bordaient les rues de Saint-Véran en Provence. Il est 14 heures et la ville, avec son centre pavé au charme préservé, bourdonne de l'énergie tranquille de son marché hebdomadaire. Les étals en bois débordant d'artisanat local, de fromages artisanaux, et les teintes vibrantes de la lavande et des olives fraîchement cueillies créent une scène pittoresque. René Dubois n'y trouve cependant que peu de charme. Il traîne à quelques pas derrière sa femme, Claire, les sourcils froncés. Une chape de mécontentement familière s'installe lourdement sur ses épaules. Je ne vois toujours pas pourquoi nous avons dû faire tout ce chemin, Claire, grommela René, la voix suffisamment basse pour ne pas atteindre les joyeux vendeurs, mais suffisamment aiguë pour que sa femme en saisisse chaque syllabe. 3 jours au milieu de nulle part, à regarder de l'huile d'olive. Claire s'arrêta devant un étalage de céramique artisanale, ses doigts effleurant le bord d'un bol en terre cuite. Elle soupire, une douce exhalaison de patience usée mais qui tient encore. René, je t'en prie, nous en avons parlé. Ce sont des vacances, les premières depuis très longtemps. Saint-Véran est magnifique, essaie d'en profiter un peu. Il a fallu des années de persuasion douce, de supplications silencieuses et de conversations nocturnes larmoyantes pour que Claire convainque René de faire ce voyage. Leur maison de Nantes, en Bretagne, était devenue un mausolée de souvenirs, chaque pièce résonnant de l'absence de leur fille, Élodie Marie Dubois. Il y a 20 ans, Élodie, leur petite fille de 12 ans, brillante et pleine de vie, s'était volatilisée en faisant du roller pour se rendre chez une amie par un après-midi ensoleillé, engloutie par l'ordinaire, laissant derrière elle un gouffre de questions sans réponse et un chagrin sans fin. Depuis ce jour dévastateur de 1986, René s'est enfermé dans une coquille de chagrin. La joie était une langue oubliée, le plaisir, une trahison. Il travaillait, mangeait, dormait, mais ne vivait pas. Chaque jour était un cycle monotone de recherche, d'interrogation, de relecture des derniers instants dans son esprit. Claire, elle aussi, a porté le poids écrasant de leur perte. Mais au cours de l'année écoulée, un changement fragile s'est produit en elle. L'agonie brute avait commencé à s'estomper, remplacée par une compréhension tranquille qui ne pouvait pas rester suspendue dans cet abîme de misère pour toujours. Élodie ne l'aurait pas voulu. Elle avait commencé timidement à suggérer qu'ils devaient trouver un moyen de continuer à respirer, même si leur respiration porterait toujours l'odeur du chagrin. Ce voyage en Provence, dans un lieu éloigné des fantômes de leur passé, était sa tentative désespérée pour amener René vers la lumière, ou du moins loin des ombres les plus profondes. Alors qu'il s'enfonçait dans la rue principale, le regard de René, habituellement fixé sur le sol ou sur un point lointain et invisible, s'arrêta sur la devanture d'un magasin situé de l'autre côté de la rue. C'était un endroit sans prétention, dont la peinture était d'un ocre délavé, et dont l'enseigne au-dessus de la porte indiquait «Trésor d'antan» en lettres d'or fantaisistes et légèrement écaillées. Les fenêtres étaient remplies d'un assortiment chaotique d'objets, de l'argenterie ternie, des piles de vieux livres, une figurine de porcelaine ébréchée et ce qui ressemblait à une collection d'outils aux formes bizarres. Il s'agit incontestablement d'une brocante, du genre de celle qui semble abriter des histoires oubliées. Les yeux de Claire s'illuminent. «Oh, regarde, René, cet endroit a l'air intéressant. Tu sais que j'adore les objets anciens, ça me rappelle notre jeunesse.» Elle fait un geste en direction de l'endroit avec un sourire plein d'espoir. «Entrons un instant.» L'expression de René reste inchangée. «Allez-y, je vais attendre ici. Toute cette poussière et ce désordre, ce n'est pas pour moi.» Il sortit de sa poche son paquet de gauloises et son briquet, le rituel familier lui apportant un petit réconfort sinistre. Le sourire de Claire faiblit légèrement,
Mais elle acquiesça. D'accord, je ne serai pas longue. Elle traversa la rue, le pas plus léger que le sien, et disparut par la porte des trésors d'antan, dont la cloche tintait faiblement. René s'appuya contre un réverbère, la cigarette à mi-chemin de ses lèvres. Il s'apprêtait à appuyer sur le briquet lorsque son regard se porte presque par hasard sur la vitrine poussiéreuse de la boutique. Sa main se figea, son souffle se bloqua dans sa gorge. Là, niché au milieu d'une collection de bocaux décolorés et d'un torse de mannequin sans tête posé sur une étagère en bois brut, se trouvait une paire de rollers, roses, roses et bleus, abîmés, éraflés, le plastique montrant son âge et clairement de la taille d'un enfant. Il cligna des yeux, pensant que son esprit lui jouait des tours, faisant surgir des spectres des profondeurs de son chagrin. Mais l'image demeurait. Il baissa lentement la main, oubliant, la cigarette éteinte. Il se décolla du réverbère et s'approcha d'un pas hésitant, puis d'un autre, jusqu'à ce que son visage soit presque collé à la vitre sale. Elles étaient indéniablement déchirantes et familières. La teinte spécifique du rose bubblegum de la botte, le turquoise vibrant du cadre et des roues, les grosses lanières violettes. Une vague de vertige le submergea. Élodie. Élodie avait possédé une paire exactement comme celle-là. Non, pas comme ça, celle-là. Il les lui avait achetées pour son 12e anniversaire. Il se souvenait de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés, de la joie pure et simple qu'elle avait éprouvée en les enfilant, en vacillant d'abord, puis en glissant, dans un flou de couleurs et de rires. La cigarette et le briquet retombèrent dans sa poche. Il n'a pas réfléchi, il a réagi. Il ouvrit la porte de la boutique d'un coup sec, la sonnette tintant violemment, et entra à grands pas, ses yeux balayant la pénombre de l'intérieur jusqu'à ce qu'il se pose sur un homme aux cheveux clairsemés et à l'expression lasse, debout derrière un comptoir encombré. Claire, qui examinait un étalage de cartes postales anciennes au fond de la pièce, se retourna, surprise par l'entrée abrupte de l'homme. « René, qu'y a-t-il? Tu vas bien ?» Elle se précipite vers lui, l'inquiétude se dessinant sur son visage. René l'ignore pour l'instant. Son attention se porte sur le commerçant. « Les rollers, dit-il, la voix rauque. Dans la vitrine. Il faut que je les voie tout de suite. » Le commerçant fronça les sourcils devant sa brusquerie, mais se dirigea vers la vitrine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire. « Regarde, dit René, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Le commerçant revint avec les rollers et les posa sur le comptoir. Claire porte la main à sa bouche en les voyant. « René, souffle-t-elle. Il ressemble à ceux d'Élodie. » René tendit des mains tremblantes vers l'une des lames. Il la retourna, examinant chaque détail. « Pointure 35, c'est la taille que je lui ai achetée. » Claire secoue la tête et pose une main ferme sur son bras. « René, je t'en prie, ne t'inflige pas ça. Il doit y avoir des milliers de paires comme celle-ci. Ce n'est qu'une coïncidence. » Mais René n'écoutait pas. Il retourne le roller et vérifie le dessous. Là, gravé dans le plastique du protège-pied, se trouvaient les initiales EMD. « Élodie Marie Dubois », murmura-t-il, la voix fêlée. « Je les ai gravées moi-même. Claire, ce sont les siennes. Ce sont les rollers d'Élodie. » Le scepticisme de Claire s'évanouit à la vue des initiales. Elle tend le bras et trace les lettres du bout du doigt, la main tremblante. Comment est-ce possible? Comment ont-ils atterri ici, à des milliers de kilomètres de chez eux? Le commerçant, qui avait écouté leur échange avec un intérêt croissant, se racla la gorge. Il y a un problème. René lève la tête, le regard intense. Ces rollers appartiennent à notre fille. Elle a disparu il y a 20 ans alors qu'elle les portait. Où les avez-vous trouvés? Le comportement du commerçant change instantanément. Il prend les rollers. Je suis désolé pour votre fille, mais ils ne sont plus à vous. Si vous les voulez, vous devrez payer le prix indiqué. René le regarde avec incrédulité. René le dévisage avec incrédulité. Vous ne comprenez pas. Ce sont des preuves. Notre fille a été enlevée alors qu'elle les portait. Je me fiche de l'histoire que vous racontez, répond froidement le commerçant. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont en stock dans mon magasin et qu'elles coûtent 40 €. 40 €? S'exclame René. C'est du vol. Je les ai payés moins cher neufs, il y a 20 ans. L'inflation, dit le commerçant en haussant les épaules. De plus, les objets anciens se vendent cher de nos jours. Claire pose une main apaisante sur le bras de René. Peut-être devrions-nous simplement les payer, René. Peu importe ce qu'ils coûtent. Non, dit René avec fermeté.
Ce sont les nôtres. On nous les a volés, tout comme on nous a volé notre fille. Je ne paierai pas pour quelque chose qui nous appartient. Le visage du commerçant se durcit. Si vous ne voulez pas les acheter, je vais devoir vous demander de partir. Devant le refus de René de bouger, le commerçant contourne le comptoir et tente de les guider physiquement vers la porte. René résiste, serrant les rollers contre sa poitrine. L'agitation a attiré l'attention des passants à l'extérieur et un gendarme en uniforme qui patrouillait sur le marché s'est approché du magasin. Il entre, observant la scène d'un œil exercé. « Que se passe-t-il ici » demande-t-il. Le commerçant pointe un doigt accusateur vers René. « Cet homme essaie de voler de la marchandise dans mon magasin. »« Je ne vole rien du tout, » protesta René. « Ces rollers appartiennent à ma fille. Elle les portait lorsqu'elle a disparu il y a 20 ans dans notre ville natale, en Bretagne. » Le gendarme semble sceptique. « Monsieur, si vous avez un droit sur ce bien, il y a des voies légales à suivre. Vous ne pouvez pas les prendre comme ça. »« Regardez, » dit René désespérément en retournant les rollers. « Tu vois ces initiales ? EMD Élodie Marie Dubois, ma fille. Je les ai gravées moi-même, et il y a ici un numéro de série du produit qui correspondrait au ticket de caisse que j'ai gardé toutes ces années. » L'expression du gendarme change légèrement en examinant les initiales. Il recula d'un pas et parla dans sa radio, demandant des informations sur un cas de disparition en Bretagne datant de 20 ans. Après une brève conversation, le comportement du gendarme change complètement. Il se tourne vers René avec un nouveau respect dans les yeux. « Monsieur Dubois, je vous prie de m'excuser. Le commissariat confirme qu'il y a bien une affaire en cours correspondant à votre description. » Il se tourna vers le commerçant. « Je dois parler au propriétaire de cet établissement. » « Je ne suis qu'un employé, » dit le commerçant sur la défensive. « Le propriétaire n'est pas là aujourd'hui. J'ai besoin de ses coordonnées, » répond le gendarme avec fermeté. Le commerçant hésite puis tend la main sous le comptoir et sort une carte de visite. Ce sont les coordonnées du propriétaire, Victor Marchand, mais il ne va pas être content. Le gendarme empoche la carte. « Je confisque ces rollers comme preuve potentielle dans le cadre d'une enquête en cours. » Il se tourne vers René et Claire. « Monsieur et Madame Dubois, j'aimerais que vous m'accompagniez à la gendarmerie pour faire une déposition. » En quittant le magasin, René a ressenti une lueur d'espoir pour la première fois depuis 20 ans. Peut-être que c'était la chance qu'ils attendaient. René et Claire suivirent le gendarme jusqu'à sa voiture de patrouille garée au bord du marché. L'agent Lefebvre, comme l'identifiait son badge, leur proposa de conduire et de le suivre jusqu'au commissariat. « Ce n'est pas loin, » leur assure-t-il. « Ce n'est pas loin, » leur assure-t-il, à 10 minutes de la rue principale. La gendarmerie de Saint-Véran est un modeste bâtiment en pierre avec un petit drapeau français flottant au-dessus de l'entrée. À l'intérieur, l'atmosphère était calme et professionnelle. Un contraste frappant avec le tumulte émotionnel que René sentait poindre à l'intérieur de lui. L'agent Lefebvre les conduit dans une petite salle d'interrogatoire équipée d'une table et de 4 chaises. Les rollers sont posés au centre de la table et enfermés dans un sac de preuves transparent. « J'ai contacté l'inspecteur de garde », explique l'agent Lefebvre. « Il voudra prendre votre déposition complète. En attendant, j'ai besoin de vérifier quelques détails. » Il sort un bloc-notes et un stylo. « Pouvez-vous décrire votre fille telle qu'elle était au moment de sa disparition ?» René se racle la gorge. Élodie avait 12 ans. Elle avait des cheveux auburn, longs comme les épaules et des yeux verts. Elle était grande pour son âge, environ 1,58 mètres. Elle avait une petite cicatrice sur l'avant-bras droit, due à une chute du mur de notre jardin à l'âge de 7 ans. L'agent Lefebvre acquiesce et prend des notes. « Et quand a-t-elle disparu exactement ?»« Le 15 juin 1986, » répond Claire, la voix posée malgré la douleur dans les yeux. C'était un dimanche après-midi, vers 15 heures. Elle se rendait chez son amie Sophie à 1 kilomètre de là. Elle voulait montrer ses nouveaux rollers. « Elle n'est jamais arrivée chez Sophie, » poursuit René. « Nous ne nous sommes rendus compte de rien jusqu'à ce que la mère de Sophie appelle vers 17 heures, demandant si Élodie venait toujours. » La porte s'ouvre et un homme en civil entre. Il a une quarantaine d'années, des cheveux poivre et sel et une expression sérieuse. « Je suis l'inspecteur Morel », se présente-t-il en serrant la main de René et de Claire.
J'ai cru comprendre que vous aviez découvert une piste potentielle dans la disparition de votre fille. René fait un signe de tête vers le sac de preuves. Ce sont les rollers d'Élodie, j'en suis sûr. L'inspecteur Morel s'assoit en face d'eux. J'ai contacté les autorités bretonnes, ils m'envoient les dossiers, mais cela peut prendre quelques heures. En attendant, j'aimerais que vous me racontiez toute l'histoire. Pendant 1 heure, René et Claire expliquent tour à tour les événements qui ont entouré la disparition d'Élodie. Ils décrivent les recherches massives, les équipes de bénévoles qui ratissent les forêts et les quartiers, les tracts qu'ils ont distribués dans toute la région et au-delà. Nous n'avons jamais cessé de chercher, a déclaré René, la voix chargée d'émotion. La première année, j'ai pris un congé au travail. Nous avons mis en place une ligne téléphonique, engagé des enquêteurs privés lorsque l'enquête de la police piétinait. Mais il n'y a jamais rien eu de solide, juste rien. L'inspecteur Morel a hoché la tête d'un air compatissant. Et maintenant, après tout ce temps, vous la retrouvez en roller dans une petite ville de Provence. C'est assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir comment ils ont atterri ici ? Demande Claire. Nous y travaillons, lui assure l'inspecteur Morel. J'ai envoyé un autre policier pour vérifier les antécédents du propriétaire du magasin, Victor Marchand. Nous nous rendrons également sur place demain pour examiner les registres d'inventaire. Il s'est ensuite intéressé au roller qu'il a soigneusement sorti du sac des pièces à conviction avec ses mains gantées. Ils seront photographiés et enregistrés comme preuve. Nous vérifierons également s'il y a des empreintes ou des traces, mais après 20 ans, il est peu probable que cela donne grand-chose. Pendant qu'il parlait, un autre policier est entré avec un dossier. L'inspecteur Morel en examine le contenu, l'air pensif. Monsieur Marchand a acheté Trésor d'antan il y a 18 ans. Avant cela, il semble avoir beaucoup bougé. Pas de casier judiciaire, mais pas beaucoup de traces écrites non plus. Il leur montre une photo de la préfecture de Victor Marchand, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux clairsemés et à l'expression sévère. « Reconnaissez-vous cet homme » demande-t-il. René et Claire secouent la tête. Il sera de retour en ville dans 2 jours, selon son employé, poursuit l'inspecteur Morel. Nous l'interrogerons à ce moment-là. Lorsque tous les travaux préliminaires furent terminés, le soleil se couchait à l'extérieur des fenêtres de la gare. L'inspecteur Morel raccompagne René et Claire à l'entrée du commissariat. « Nous allons continuer à enquêter sur cette piste », promet-il. « J'ai chargé un agent de visiter le magasin demain pour voir s'il n'y a pas d'autres objets liés à votre fille. En attendant, essayez de vous reposer. » Alors qu'il sortait dans la lumière du jour, René éprouvait un étrange mélange d'espoir et de crainte. Les rollers étaient une preuve tangible que quelque part, il y avait peut-être des réponses à ce qui était arrivé à Élodie. Mais ce que ces réponses pourraient révéler après toutes ces années le terrifiait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le coucher de soleil peignait le ciel en teintes orangées et roses, tandis que René et Claire reprenaient le chemin du marché. Malgré l'heure tardive, René insista pour retourner au Trésor d'antan. « La police va s'en occuper. René, » dit Claire en lui tirant doucement le bras. « Nous devrions retourner à notre chambre d'hôte et nous reposer. La journée a été épuisante. »« Il faut que je le revoie, » insiste René qui accélère le pas. « Il y a peut-être quelque chose d'autre, quelque chose qui nous a échappé. » Claire soupire, mais le suit quand même, reconnaissant la détermination de sa mâchoire. La plupart des étals du marché avaient été démontés pour la journée et les vendeurs remballant leurs invendus. Seuls quelques cafés restaient ouverts, leur lumière chaleureuse s'allumant dans le crépuscule naissant. En s'approchant de Trésor d'antan, ils virent le commerçant de tout à l'heure fermer la porte d'entrée. Il les aperçut et se crispa visiblement, ses mouvements devenant précipités. « Regarde, il y a quelqu'un d'autre qui sort », chuchota Claire en montrant une porte latérale que René n'avait pas remarquée plus tôt. Un homme émergea de la ruelle à côté de la boutique. Il portait un blouson de cuir et un béret rabattu sur le visage, mais même de loin, son profil avait quelque chose de familier. René plissa les yeux, essayant de le situer. « Il ressemble à l'homme de la photo », murmura René. « Celui que le détective nous a montré, Victor Marchand. » Claire fronce les sourcils. Mais l'inspecteur a dit qu'il ne reviendrait pas avant 2 jours.
Pourquoi le commerçant mentirait-il à la police? Ils regardèrent l'homme traverser la rue en direction d'une Citroën noire garée devant un magasin de jouets. Un autre homme attendait à côté de la voiture, et à côté de lui se trouvait une petite fille de 8 ou 9 ans avec des nattes blondes. L'homme, au béret, s'est d'abord approché de la fillette, s'accroupissant à son niveau. Il a tendu la main pour la prendre dans ses bras, mais l'enfant a visiblement reculé, détournant le visage. Lorsqu'il lui ébouriffe les cheveux, elle tressaille. « Il y a quelque chose qui ne va pas », dit René, son instinct protecteur s'éveillant. Cet enfant a peur de lui. Nous ne pouvons pas en être sûrs, René, dit Claire avec prudence. Ce n'est peut-être rien. Les enfants sont souvent de mauvaise humeur, surtout lorsqu'on leur refuse un jouet qu'ils voulaient. René acquiesça, mais il ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils assistaient à quelque chose de sinistre. L'interaction semblait étrange, chargée d'une tension sous-jacente qui lui donnait des frissons dans le dos. Ils regardèrent les trois personnages monter dans la voiture noire et s'éloigner. René reporta son attention sur le commerçant qui marchait maintenant d'un bon pas dans la rue, en direction d'un arrêt de bus. Sans réfléchir, René le suivit en trottinant. « Excusez-moi, dit-il. » Le commerçant se retourna et son expression s'altéra lorsqu'il reconnut René. « Qu'est-ce qu'il y a encore? La police a déjà pris ce que vous vouliez. » « L'homme qui vient de sortir par la porte latérale, dit René en reprenant son souffle. C'est Victor Marchand, le propriétaire. » Les yeux du commerçant se sont rétrécis. « Je n'ai pas à répondre à vos questions. Si la police veut des informations, elle peut me les demander directement. » « Dites-moi simplement si c'était lui, » insista René. Le commerçant roula des yeux. « Mon Dieu, vous n'arrivez pas à vous calmer, n'est-ce pas? » « Non, c'était pas le patron, c'était son frère. Maintenant, vous êtes satisfait? Partez, laissez-moi tranquille. » Sur ce, il monta dans un bus qui venait de s'arrêter, mettant fin à la conversation. Claire rattrape René au moment où le bus s'éloigne. « Qu'est-ce qu'il a dit? » ?»« Il a dit que c'était le frère de Marchand, pas Marchand lui-même, » répondit René, les sourcils froncés. « Mais pourquoi n'a-t-il pas dit à la police que son frère était là si le propriétaire n'était pas en ville? » Claire frissonna, resserrant son châle autour de ses épaules. « Je ne sais pas, René, mais la nuit tombe et nous sommes tous les deux épuisés. Rentrons à la chambre d'hôte et appelons l'inspecteur Morel demain matin. » René hésite, partagé entre la poursuite de cette nouvelle piste et la sagesse des paroles de Claire. Finalement, il acquiesce. Jette un dernier coup d'œil à Trésor d'antan avant de se laisser guider par Claire. « Demain, se promet-il, demain nous aurons des réponses. » Leur chambre d'hôte était un appartement confortable au 2e étage d'une maison provençale reconvertie, située dans un quartier résidentiel tranquille à quelques rues du marché. L'extérieur ocre pâle et les balcons en fer forgé lui donnaient un air pittoresque et nostalgique qui avait d'abord séduit Claire lorsqu'elle l'avait réservé. En s'approchant de l'immeuble, Claire touche le bras de René. « Je vais faire un saut à la crêperie que nous avons croisée au coin de la rue. J'ai bien besoin d'un plat réconfortant après cette journée. » René acquiesce et sort la clé de l'appartement de sa poche. « Je vais attendre ici. J'ai besoin d'une cigarette pour me changer les idées. » Une fois que Claire eut disparu au coin de la rue, René s'assit sur le perron de l'immeuble et alluma une cigarette. Il inspira profondément, laissant la fumée remplir ses poumons avant d'expirer vers le ciel qui s'assombrissait. Ce rituel familier l'apaise quelque peu et permet à son esprit de digérer les événements extraordinaires de la journée. Retrouver les rollers d'Élodie après toutes ces années ne pouvait être une coïncidence. Il s'agit d'un lien, d'une connexion tangible avec sa fille disparue depuis 2 décennies. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment avaient-ils atterri dans une brocante en Provence, à des milliers de kilomètres de l'endroit où elle avait disparu? Sa main trembla légèrement tandis qu'il tirait une nouvelle bouffée. Si les rollers étaient arrivés jusqu'ici, était-il possible qu'Élodie les fait aussi? Et si c'était le cas, est-elle encore en vie? Cette idée l'exaltait et le terrifiait à la fois. Pendant 20 ans, il a vécu dans un état de deuil suspendu, incapable de faire le deuil d'une fille qui était peut-être encore là, quelque part. Les rollers ont ravivé un espoir qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années.
René sortit son téléphone et commença à chercher des informations sur Victor Marchand et les trésors d'antan. Il n'y avait pas grand-chose. Un site web d'entreprise clairsemé montrant l'extérieur et les heures d'ouverture de la boutique, quelques commentaires en ligne vantant sa sélection éclectique. Rien sur Marchand personnellement. Alors qu'il faisait défiler les pages, un mouvement de l'autre côté de la rue attira son attention. Une petite silhouette était partiellement cachée derrière un lampadaire, observant les bâtiments. René plissa les yeux dans l'obscurité grandissante. C'était une enfant, une fille de 10 ou 11 ans. René éteignit sa cigarette et se leva. « Bonsoir », dit-il d'une voix douce. « Tu vas bien ?» La fillette resta figée un instant, puis fit un pas timide en avant. Elle était mince, avec des cheveux blonds sales ramenés en queue de cheval désordonnée et portait des vêtements qui semblaient trop grands pour son petit gabarit. « Vous cherchez quelqu'un ?» demanda René en s'approchant prudemment. La jeune fille le regarda avec de grands yeux sérieux. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-elle d'une petite voix, « pouvez-vous m'aider à sauver ma sœur ?» Un méchant homme l'a enlevée. René jeta un coup d'œil autour de lui, soudain en alerte. S'agissait-il d'un coup monté ? Une distraction pendant que quelqu'un s'introduit dans l'appartement. Mais la rue était calme, pas de véhicule suspect ni de silhouette à l'affût. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Camille » répondit la jeune fille. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Personne ne me croit. »« Qui t'a envoyé ici, Camille ?»« Personne ne m'a envoyé, insiste-t-elle. Je suis seule. Je me suis enfuie du foyer pour retrouver ma sœur. Je l'ai vue aujourd'hui, mais j'ai eu trop peur pour l'aider toute seule. » Les pensées de René se bousculent. Une orpheline, une sœur disparue, cela ressemblait trop à sa propre situation pour être une coïncidence. « Votre sœur, où l'as-tu vue ?»« Au marché, » dit Camille, avec l'homme au béret. Elle a peur de lui, mais elle doit faire semblant de ne pas avoir peur. René eut le souffle coupé. La petite fillonnette n'a que celle qui avait tressailli quand l'homme lui avait touché les cheveux. « Cet homme au béret, » dit René avec précaution. « Il est grand, il a les cheveux clairsemés, il porte un blouson de cuir. Il porte un blouson de cuir. » Camille hocha vigoureusement la tête. Il a pris Juliette dans le foyer, il a dit qu'il l'avait adoptée, mais ce n'est pas vrai, c'est un sale type. L'esprit de René s'emballe. Il pensa à Élodie, aux années qui lui avaient été volées, aux réponses qui lui échappaient depuis 2 décennies. Et maintenant, cet enfant se tenait devant lui, confronté à la même tragédie potentielle. « Sais-tu où ils ont emmené ta sœur ?» demanda-t-il. Camille acquiesça. « Je les ai suivis auparavant. Je sais où ils vont, mais je ne peux pas la faire sortir seule. » La conscience de René s'opposa à sa prudence. Cela pouvait être dangereux, voire illégal. La meilleure chose à faire serait d'appeler la police, de la laisser s'occuper de l'affaire. Mais il connaissait la frustration des voies officielles, des procédures et des protocoles qui avançaient trop lentement alors qu'un enfant restait en danger. « Laissez-moi vous aider, » se surprendit à dire. « Laisse-moi prendre ma voiture. » Il a envoyé un message rapide à Claire. « J'ai pris la voiture un moment. J'ai eu un imprévu. Utilise ta clé. Commence le dîner sans moi. Je reviens bientôt. » Alors qu'il montait dans la voiture de location, René savait qu'il était peut-être en train de faire une terrible erreur. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il refusait de répondre à l'appel à l'aide de cet enfant, alors qu'il avait passé 20 ans à souhaiter que quelqu'un soit là pour aider sa propre fille. La voiture de location ronronnait tranquillement tandis que René suivait les indications de Camille, prenant virage après virage à travers les quartiers résidentiels de Saint-Véran. Les maisons s'éloignaient les unes des autres, les lampadaires se faisaient plus rares. « C'est par là ?» dit finalement Camille en indiquant un petit camping niché derrière un bosquet d'oliviers. René se gara à l'entrée et coupa le moteur. Dans la faible lumière, il distingua plusieurs caravanes et camping-cars disposés en demi-cercle. Au fond, un camping-car solitaire dont les vitres brillaient d'une lumière jaune. « C'est ça », chuchota Camille. René hésita, la main sur la poignée de la porte. « Camille, es-tu absolument sûre que ta sœur est à l'intérieur ? C'est très grave. » La jeune fille acquiesça, le regard solennel. « S'il vous plaît, il faut aider Juliette. » Malgré lui, René descendit de la voiture. «
Restez près de moi, dit-il à Camille, et si quelque chose ne va pas, nous partons immédiatement. C'est compris? Ils s'approchèrent prudemment du camping-car. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur, aucune indication sur le nombre de personnes qui s'y trouvaient. Le cœur de René battait la chamade lorsqu'il leva la main et frappa fermement à la porte. Les secondes s'étirèrent en 1 minute sans qu'il n'y ait de réponse. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Enfin, la porte s'ouvrit. Un homme se tenait dans l'embrasure, éclairé par les lumières intérieures du camping-car. René le reconnut comme étant l'autre homme de l'extérieur du magasin de jouets, pas celui avec le béret, mais celui qui avait attendu près de la voiture. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent lorsqu'il vit Camille, puis se rétrécirent lorsqu'ils se portèrent sur René. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » demanda-t-il. « Je m'appelle René » répondit-il en essayant de garder une voix stable. « Cette fille est venue me demander de l'aide. Elle dit que sa sœur a été emmenée ici. » Le visage de l'homme s'assombrit. « Je m'appelle Michel et vous vous trompez. Ici, personne n'est retenu contre son gré. » Il tourna son regard vers Camille. « Celle-là, c'est une faiseuse de troubles. Elle cause des problèmes depuis que sa sœur a été adoptée. »« Adoptée » reprit René. Michel acquiesce. « C'est vrai. Juliette a été légalement adoptée au foyer Sainte-Catherine par mon patron. Je ne suis que son assistant. » Il fit un geste du pouce en direction de Camille. « Celle-ci n'a pas pu l'accepter et a inventé des histoires abracadabrantes depuis. »« Menteur !» cria Camille, son petit visage se déformant sous l'effet de la colère. « Vous l'avez prise, toi et cet homme. Vous avez pris ma sœur. »« Quel homme ?» demanda René, qui se doutait déjà de la réponse. « La fille a été adoptée par mon patron, » expliqua Michel avec une patience exagérée. « Son frère est venu la chercher avec moi parce que mon patron est en voyage d'affaires. Tout a été fait légalement. » René est tiraillé entre l'explication plausible de l'homme et la conviction brute de la voix de Camille. « Écoutez, dit-il en essayant d'adopter un ton raisonnable, je suis sûr qu'on peut arranger ça. Je pourrais peut-être parler à votre patron ou même voir Juliette un instant. Si les sœurs pouvaient se parler brièvement, se dire au revoir comme il se doit, peut-être que cela aiderait tout le monde à passer à autre chose. » L'expression de Michel se durcit. Ce n'est pas possible. Juliette n'est pas là. Elle a déjà été emmenée à son nouveau domicile dans une autre voiture. Alors qu'il parlait, René entendit un léger bruit à l'intérieur du camping-car, un doux chuchotement suivi de ce qui aurait pu être un murmure d'enfant. Michel jeta rapidement un coup d'œil par-dessus son épaule, puis revint vers René. « Ce n'est que mon enfant, » dit-il d'un ton dédaigneux. « Écoutez, je vous suggère de ramener cette fille à Sainte-Catherine avant que vous n'ayez des ennuis pour mise en danger d'enfant. Qui que vous soyez, vous n'avez pas le droit d'emmener une mineure hors de la ville sans autorisation. » « J'essayais seulement d'aider, » commença René. « Aider ?» Michel se moque. « En kidnappant une orpheline sur la base de ces histoires abracadabrantes, ramenez-la au foyer ou la prochaine fois, j'appelle les gendarmes. » Sur ce, il leur claqua la porte au nez. René resta un moment sans réagir, réfléchissant à ce qui venait de se passer. L'explication de l'homme était logique, mais quelque chose clochait dans cette situation. « Il ment », insista Camille alors qu'il retournait à la voiture. « Juliette est là-dedans. Je le sais. Tu l'as entendu, » dit René avec douceur. « Ta sœur a été adoptée. C'est peut-être difficile à accepter, mais non. » Camille tapa du pied. « Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, vous devez me croire. » René soupira, incertain de la marche à suivre. La meilleure chose à faire était de ramener Camille dans le foyer, comme Michel l'avait suggéré, mais il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas dans cette situation. « Retournons à la voiture, » dit-il finalement. « Nous trouverons une solution. » De retour dans la voiture, René se tourna vers Camille, qui s'était affaissée sur le siège passager, son petit visage se figeant dans un froncement de sourcils obstiné. « Camille, commença-t-il doucement, je comprends que tu t'inquiètes pour ta sœur, mais je dois te ramener au foyer. Je pourrais avoir de sérieux ennuis si je vous emmenais comme ça. »« S'il vous plaît, ne me ramenez pas, » supplia-t-elle, les larmes aux yeux. « Pas sans Juliette. J'ai promis de la protéger. » Le cœur de René se serra pour la jeune fille. Il se souvenait d'avoir fait une promesse similaire à Élodie il y a des années, qu'il la protégerait toujours.
une promesse qu'il n'avait pas su tenir. Que diriez-vous de ceci? Nous allons dîner, quelque chose de savoureux, et ensuite, je te ramènerai. Je ne te causerai pas d'ennui, je te le promets. Camille s'essuya les yeux sur sa manche, mais resta silencieuse, l'air dépité. René s'apprêtait à démarrer la voiture lorsqu'il remarqua un mouvement en provenance du camping-car. Les phares s'allumèrent, éclairant les oliviers d'une lumière blanche et crue. « Ils s'en vont » murmura-t-il en regardant le camping-car s'éloigner de son emplacement. Alors qu'ils passaient devant leur voiture garée, René aperçut quelqu'un par la fenêtre latérale, une femme aux cheveux auburn qui fermait un à un les rideaux du camping-car. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se rencontrèrent à travers la vitre. « Élodie », le nom s'échappe de ses lèvres comme un murmure. « Ce n'est pas possible. » Et pourtant, il y avait quelque chose dans son visage, sa forme, ses yeux, qui lui était familier. C'était ce qu'il avait toujours imaginé qu'Élodie serait à l'âge adulte. Les mêmes traits qui avaient souri sur d'innombrables photos de progression d'âge au fil des ans. Sans réfléchir, René démarra la voiture et s'engagea sur la route, tout en gardant une distance prudente derrière le camping-car. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Camille en se redressant. « J'ai vu quelqu'un dans cette camionnette » explique René, la voix serrée par l'émotion. « Une femme qui pourrait être ma fille. » « Votre fille » René acquiesce, les yeux fixés sur les feux arrière. « Ma fille Élodie a disparu il y a 20 ans à l'âge de 12 ans. Tout comme votre sœur, elle s'est volatilisée alors que je la croyais en sécurité. » Alors qu'il roule, le téléphone de René se met à sonner. Le nom de Claire s'affiche sur l'écran. Il appuie sur le haut-parleur. « René, où es-tu » La voix de Claire emplit la voiture, tendue par l'inquiétude. « J'attends à la chambre d'hôte. » « Claire, tu ne vas pas le croire, » dit René, les mots s'envolant dans la précipitation. « Je crois avoir vu Élodie. Je suis un camping-car en ce moment. Il y a une femme à l'intérieur qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. » « Quoi? René, où es-tu exactement ?» L'inquiétude est palpable dans la voix de Claire. « Tu es sûr que c'est elle? » « Je ne suis sûr de rien, » avoue René. « Mais Claire, tu sais qu'on a toujours dit qu'Élodie avait ce genre de visage qui ne changeait jamais, même en grandissant. Cette femme, c'est comme si je voyais une version plus âgée d'elle, exactement comme je l'imaginais. » « René, fais attention, s'il te plaît, » plaide Claire. « Tu ne sais pas qui sont ces gens ni de quoi ils sont capables. » « Je dois suivre cette piste, Claire. Il faut que je sache. Dis-moi au moins où tu... » La voix de Claire s'interrompit lorsque René perdit la réception, la route s'enfonçant dans un territoire rural à l'extérieur de Saint-Véran. Pendant près d'1 heure, ils suivirent le camping-car le long de petites routes sinueuses, gardant une distance suffisante pour ne pas être repérés. Camille s'était tue, indiquant de temps à autre les embranchements pour l'aider à suivre la trace de leur proie. Enfin, le camping-car s'engagea dans une allée de gravier qui menait à une grande maison en retrait de la route. Ce n'était pas un château, loin s'en faut, mais c'était une bâtisse de style mât à 2 étages avec un toit en tuiles et une terrasse en pierre. René éteint ses phares et s'arrête sur le bas-côté à une centaine de mètres de l'entrée de la propriété. De ce point de vue, partiellement caché par les oliviers, il peut observer la maison sans être immédiatement visible. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » chuchota Camille. « Pourquoi sommes-nous ici » René se tourna vers elle, soudain conscient de l'étrangeté et de la peur potentielle de cette situation pour elle. « Je suis désolé, Camille. J'aurais dû te ramener au foyer. Mais tu n'es pas la seule à avoir perdu un être cher. Ma fille Élodie a disparu il y a 20 ans et je crois que je viens de la voir dans ce camping-car. C'est pour cela que je les ai suivis jusqu'ici. » Les yeux de Camille s'écarquillent de compréhension. « Vous pensez que les méchants ont aussi enlevé votre fille ?»« Je ne sais pas, » admit René, « mais j'ai l'intention de le découvrir. » Il reporta son attention sur la maison, observant le camping-car qui se garait près du perron. Michel sortit le premier, suivi d'une femme qui tenait un enfant par la main, sans aucun doute la petite fille du magasin de jouets. Juliette. « C'est elle, » chuchota Camille, tout excitée. « C'est ma sœur. » Lorsque la femme s'avança dans la lumière de la lampe de la terrasse, le souffle de René se bloqua dans sa gorge. Elle était grande et mince, avec les mêmes cheveux auburn qu'Élodie avait hérités de Claire. Même à cette distance,
Il voyait qu'elle se déplaçait avec une grâce qui lui rappelait douloureusement sa fille. Et puis, à sa grande surprise, une autre silhouette sort de la camionnette, celle de l'homme au béret. Mais il ne portait plus son béret, et sous la lumière vive de la terrasse, René pouvait clairement voir son visage, le même homme qu'il avait vu sur la photo de la préfecture à la gendarmerie. C'était Victor Marchand. « Il a menti », murmura René. Michel a dit que Marchand était absent, mais il était avec eux tout le temps, et la fille, elle était aussi dans la camionnette tout le temps. La prise de conscience le frappa avec la force d'un coup physique. Si Marchand avait menti sur ses allées et venues, que cachait-il d'autre? Et si la femme qui l'accompagnait était bien Élodie, quelles horreurs avait-elle endurées pendant toutes ces années? Le premier réflexe de René est de prendre d'assaut la maison, de confronter Marchand et d'exiger des réponses. Mais la raison l'emporte. Il est en infériorité numérique, potentiellement plus armé que lui, et il a un enfant avec lui. La situation exigeait de la prudence. Il saisit son téléphone pour appeler l'inspecteur Morel, mais se rendit compte qu'il n'avait pas de réseau à cette distance de la ville. Il était seul, sans renfort et sans plan. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il allait faire, un coup sec sur la vitre du côté conducteur le fit sursauter. Il se retourna pour voir le visage de Michel pressé contre la vitre, l'expression meurtrière. « Reste dans la voiture », dit René à Camille, d'une voix basse et pressante. Verrouille les portes, il baissa la vitre juste assez pour pouvoir parler. « Michel, j'allais partir. »« C'est bien ce que tu faisais, » cracha Michel. « Tu nous as suivis jusqu'ici. Quoi, tu es une sorte de harceleur ?» René chercha une explication qui n'aggraverait pas la situation. La fille voulait voir sa sœur une dernière fois. J'ai pensé que si nous pouvions vous parler raisonnablement. Vous êtes en train de violer une propriété privée, l'interrompt Michel. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais vous avez dépassé les bornes. Vous devez tous les deux venir avec moi maintenant. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, répondit René, la main près du contact. L'expression de Michel s'assombrit. Ce n'était pas une demande. Soit vous venez tous les deux de votre plein gré, soit je passe la maison à la radio et nous nous occupons de cette affaire différemment. Il tapota quelque chose sous sa veste, la silhouette de ce qui ne pouvait être qu'un pistolet. Le sang de René se glaça, mais il savait qu'il devait rester calme pour le bien de Camille. « D'accord, » dit-il en ouvrant lentement la porte. « Nous viendrons parler. Ce n'est pas la peine que les choses dégénèrent. » Tandis que Camille sortait à contre-cœur du côté passager, Michel les escorta vers la maison. Les yeux de René se promenaient, prenant en compte les détails qui pourraient les aider plus tard. La disposition de la propriété, le nombre de véhicules, les voies d'évacuation possibles. « Vous faites une erreur », prévint Michel alors qu'ils approchaient de la terrasse. « Le patron ne va pas apprécier cette intrusion. Tout ce que je veux, c'est comprendre ce qui se passe ici, » répondit René en posant une main protectrice sur l'épaule de Camille. Avant qu'il n'ait atteint les marches, la porte d'entrée s'ouvrit et Victor Marchand apparut en personne, le visage empreint d'une fureur froide. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-il à Michel. « L'homme surveillait la maison, » expliqua Michel. « Il a la gamine avec lui, Camille, la sœur. » Les yeux de Marchand se rétrécirent en regardant René. « Et vous, qui êtes-vous exactement ?»« Je m'appelle René Dubois, » répondit-il en redressant les épaules. « Je crois que vous avez quelque chose ou quelqu'un qui m'appartient. » Avant que Marchand ne puisse répondre, la femme que René avait vue plus tôt apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui. Elle se figea en voyant René, ses yeux s'écarquillant de stupeur. À ce moment-là, René entendit le bruit distinct des sirènes au loin. Michel jura sous son souffle et sortit une radio. « Patron, on a de la compagnie qui arrive. On dirait des gendarmes. » Le visage de Marchand se déforma de rage. « Comment nous ont-ils trouvés ?» cria-t-il à René. « C'est toi qui les as conduits ici. » René secoua la tête. « Ma femme a dû les appeler quand je ne suis pas rentré. Elle savait que je suivais votre camionnette. » La femme dans l'embrasure de la porte continua à fixer René, un mélange complexe d'émotions jouant sur son visage. Reconnaissance, peur, espoir, tout cela clignotant dans des yeux indéniablement familiers. « Léna, rentre !» ordonna Marchand d'un ton sec. Mais la femme, Léna, ne bouge pas, son regard se fixe sur celui de René. « Élodie !» chuchote René, la voix fêlée.
Élodie Marie. Quelque chose changea dans l'expression de la femme. Un léger tremblement parcourut son corps à l'énoncé de ce nom. Les sirènes s'intensifièrent et le comportement de Marchand passa de la colère à la froideur du calcul. Michel fait rentrer tout le monde à l'intérieur. Amène-les aussi. Il fit un geste de la tête vers René et Camille. On va s'occuper de ça à ma façon. Alors qu'on les faisait entrer dans la maison, René vit Juliette assise sur le canapé du salon, les yeux écarquillés de peur. Camille tenta immédiatement de courir vers elle, mais Michel la retint. Les sirènes de la police se rapprochaient à présent sans équivoque. Par la fenêtre, René pouvait voir des gyrophares s'approcher de la propriété. « Victor », dit Michel avec insistance. « Quel est le plan ?» Marchand disparut dans une autre pièce et revint quelques instants plus tard avec un pistolet. « Dites-leur que nous sommes chargés et prêts », ordonna-t-il. Le cœur de René s'emballe, la situation devenait dangereusement incontrôlable. La femme, Élodie, Léna, est restée immobile près de la cheminée, le visage pâle. En quelques minutes, des véhicules de gendarmerie encerclent la propriété. Une voix s'élève dans un haut-parleur, les identifiant comme la gendarmerie de Saint-Véran et demandant à tout le monde de sortir de la maison, les mains en l'air. Personne ne bouge, grogne Marchand en se postant à la fenêtre. « Michel, amène la fille ici. » Michel saisit brutalement Juliette par le bras et l'entraîna vers Marchand. Camille cria et s'élança, mais René la retint, sachant que tout mouvement brusque pouvait provoquer la violence. « Laissez-la partir, » dit René avec fermeté. « Ce n'est qu'une enfant. Ce n'est qu'une enfant. C'est entre nous, les adultes. » Marchand laissa échapper un rire dur et grinçant. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu es impliqué, Dubois. Vous auriez dû appeler les gendarmes au parc et rendre la fillette ou ne pas vous en mêler. » Dehors, la voix de l'inspecteur Morel retentit dans le haut-parleur. « Ici, l'inspecteur Morel de la gendarmerie de Saint-Véran. La maison est encerclée. Sortez dans le calme, il n'y aura pas de blessés. » Marchand se tourne vers la femme. « Léna, viens ici. Dis-leur que tout va bien, que tu es ici de ton plein gré et que la petite Juliette est notre fille adoptive. » La femme hésite. Son regard passe de Marchand à René. « Maintenant, Léna, » aboya Marchand. Lentement, elle se dirigea vers lui, mais s'arrêta à mi-chemin de la pièce. « Je ne peux plus faire ça, Victor, » dit-elle, la voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le visage de Marchand s'assombrit de façon inquiétante. « J'ai dit que je ne pouvais plus faire ça. » Sa voix était plus forte, plus résolue. Elle se tourna vers René. « Vous êtes vraiment mon père, n'est-ce pas ?» René acquiesce, les larmes aux yeux. « Élodie, nous n'avons jamais cessé de te chercher. Jamais. » « Léna, je te préviens, » dit Marchand en levant son arme. « Venez ici tout de suite. » Mais Élodie, René, était maintenant certain qu'il s'agissait bien d'elle, resta sur ses positions. « Non, Victor, c'est fini. » En un éclair, Marchand brandit l'arme vers René. « C'est toi qui as fait ça. Tu l'as monté contre moi. » Après cela, tout s'est déroulé dans le flou. Élodie se jette sur Marchand qui vise René. Il y a eu une lutte, le bruit assourdissant d'un coup de feu, puis un autre. René pousse un cri d'horreur, certain d'assister à la mort de sa fille quelques instants après l'avoir retrouvée. Mais lorsque le chaos se dissipe, c'est Marchand qui gît sur le sol, le sang se répandant sur sa poitrine. Élodie se tient au-dessus de lui, une arme de poing plus petite dans ses mains tremblantes, tandis que son propre bras saigne à cause d'une blessure superficielle. Sans hésiter, René s'interpose et met les armes hors de portée. Avant que Michel ne puisse réagir, des gendarmes firent irruption par la porte d'entrée, armes au poing. « Gendarmerie !» Tout le monde à terre, les mains en évidence. René se mit à genoux, entraînant Camille dans sa chute. Michel est rapidement maîtrisé et menotté. Le personnel médical se précipite, s'occupe d'abord de Marchand, toujours en vie malgré sa grave blessure, puis d'Élodie. Quelques instants plus tard, une autre équipe arrive pour s'occuper des deux filles, les sécuriser et les évaluer avec soin. Pendant que les ambulanciers pansent le bras d'Élodie, René observe la scène à quelques mètres de là, osant à peine croire qu'après 20 ans, il se trouve dans la même pièce que sa fille. Le couloir de l'hôpital bourdonne d'activité, le personnel médical se déplaçant efficacement d'une chambre à l'autre. René est assis sur une chaise en plastique inconfortable à l'extérieur de la salle de traitement où les médecins s'occupent de la blessure par balle d'Élodie.
Il avait du mal à croire qu'après 20 ans de recherche, d'espoir contre toute attente, sa fille était vivante et se trouvait juste derrière cette porte. L'inspecteur Morel s'approche, l'air grave mais bienveillant. « Monsieur Dubois, les médecins disent que la blessure de votre fille est relativement mineure. La balle a effleuré le haut de son bras, ce qui a nécessité des points de suture, mais pas d'opération. » René acquiesça, soulagé. « Et Marchand ?» ?»« En chirurgie, répondit l'inspecteur. La balle a touché sa poitrine, mais n'a pas atteint son cœur. Il s'efforce de le stabiliser en ce moment. »« Et les filles, Camille et Juliette ?» ?»« Ah, elles sont avec les services de protection de l'enfance dans l'aile pédiatrique. Elles ne sont pas blessées physiquement, mais elles sont très secouées. » René se frotta le visage, les événements de la journée le rattrapant. Claire était arrivée à l'hôpital 1 heure plus tôt, folle d'inquiétude après avoir appelé les gendarmes alors que René ne répondait pas au téléphone. Les gendarmes ont réussi à joindre la société de location, à suivre le GPS de la voiture et à localiser la propriété de Marchand. Elle est maintenant à la cafétéria de l'hôpital, en train de préparer un café pour eux deux. La porte de la salle de soins s'ouvre et un médecin en sort. « Monsieur Dubois, vous pouvez maintenant voir votre fille. Nous avons terminé les points de suture et elle se repose confortablement. » Le cœur de René bat la chamade lorsqu'il entre dans la chambre. Élodie est allongée sur le lit d'hôpital, le bras bandé, le visage pâle mais calme. Elle leva la tête à son approche, ses yeux verts, les yeux de Claire, le regardant avec un mélange d'incertitude et d'espoir. « Élodie » murmura-t-il en s'arrêtant au pied du lit, craignant de s'approcher trop vite et de l'effrayer. « Papa » répondit-elle, la voix brisée par le mot. « C'est bien toi. Ce seul mot, papa, papa, a brisé quelque chose en René. » Les larmes qu'il avait retenues pendant des heures coulèrent sur ses joues, tandis qu'il s'approchait d'elle et prenait doucement sa main, intacte, dans la sienne. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, dit-il. Pas un seul jour. » Les yeux d'Élodie se remplissent de larmes. « J'ai cru que tu étais morte. Victor m'a dit... Il m'a dit que personne ne me cherchait plus, que maman et toi aviez été tués dans un accident de voiture. » La porte s'ouvre à nouveau et Claire entre, s'arrêtant net à la vue de sa fille. « Élodie » souffle-t-elle, ses tasses de café oubliées dans ses mains. « Maman. » La voix d'Élodie est petite, enfantine. Claire pose les tasses d'une main tremblante et se précipite au chevet de sa fille, l'enlaçant en soignant son bras blessé. Toutes trois s'accrochent l'une à l'autre, 20 ans de séparation se dissolvant dans un flot de larmes et de paroles à demi formulées. Finalement, l'inspecteur Morel frappe doucement et entre dans la pièce. « Je suis désolé de vous interrompre, dit-il, mais je dois prendre votre déposition, mademoiselle Dubois. Ou préférez-vous qu'on vous appelle autrement ?» Élodie se redresse et s'essuie les yeux. « Je m'appelle Élodie Marie Dubois, » dit-elle fermement. « Il m'appelait Léna, mais cela n'a jamais été mon nom. » Au cours de l'heure qui suit, Élodie raconte son calvaire, la voix posée malgré l'horreur de son histoire. Elle décrit comment Victor Marchand, chauffeur de camion à l'époque, l'a enlevée alors qu'elle se rendait en roller chez une amie. « Il m'a dit qu'il y avait eu un vol à proximité, que ce n'était pas sûr, » a-t-elle expliqué. « Lorsque j'ai refusé de le suivre, il m'a attrapé et m'a mis quelque chose sur le visage, un chiffon contenant des produits chimiques. Je me suis réveillé dans son camion, à des centaines de kilomètres de là. » Elle a décrit comment Marchand l'avait caché, en se déplaçant fréquemment d'une région à l'autre, en empruntant des routes secondaires pour éviter les postes de contrôle de l'autoroute. Parfois, il me cachait dans un faux compartiment de son camion. Il ne restait jamais longtemps au même endroit, sauf à Saint-Véran. Nous revenions ici environ 1 fois par mois, lorsqu'il faisait le point sur ses affaires. « La brocante ?» demande l'inspecteur Morel en prenant des notes. Élodie acquiesce. « Trésor d'antan. » C'était un peu sa base d'opération. Il a d'autres identités, d'autres commerces dans différentes villes. Il fait du recel, entre autres. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de t'échapper ?» demande Claire avec douceur. « Surtout en vieillissant. » Élodie baisse les yeux. « J'ai essayé au début, mais à chaque fois qu'il m'attrapait, les punitions s'aggravaient. Et il m'a dit que plus personne ne me cherchait, que vous étiez tous les deux morts. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. C'était plus facile de survivre en jouant le jeu. » «
Quand a-t-il commencé à vous appeler sa femme demande l'inspecteur Morel. Quand j'ai eu 18 ans, répond Élodie, la voix creuse. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'emmener à amener rencontrer ses hommes et ses connaissances en me présentant comme Léna, sa femme discrète et timide. Mais la plupart du temps, je restais isolé. L'expression de l'inspecteur Morel s'assombrit tandis qu'il écrit sur son calepin. Élodie, savez-vous pourquoi Victor a adopté Juliette au foyer? Était-ce une adoption légale? Le visage d'Élodie s'assombrit et elle saisit le drap de lit de sa main valide. Je ne connais pas tous les détails, mais... Elle marqua une pause, semblant se débattre avec les mots. Il y a quelques mois, j'ai entendu Victor parler à Michel. Il m'a dit que je me faisais vieille et qu'il voulait... Sa voix s'est éteinte. René posa sa main sur la sienne, la soutenant silencieusement. Élodie respire profondément et poursuit. Il a dit qu'il voulait une nouvelle fille, une jeune. Il a dit à Michel qu'il cherchait une deuxième femme. Il a dit qu'il me garderait, mais qu'il voulait ce qu'il appelait un nouveau bourgeon. Le dégoût et la douleur se lisent sur son visage au fur et à mesure qu'elle raconte la conversation. Claire se couvre la bouche, des larmes coulent sur son visage. Ils ont cherché pendant un moment, poursuit Élodie. Puis ils ont trouvé Juliette au foyer. Je ne sais pas comment ils ont organisé l'adoption, mais ça n'a pas dû être légal. Victor a toujours préféré faire les choses dans l'ombre. Il est impliqué dans toutes sortes de transactions illégales. Il est paranoïaque quant à son identité et en change en fonction de la ville où il se trouve. La mâchoire de l'inspecteur Morel se resserre. Nous allons mener une enquête approfondie auprès du foyer et examiner les dossiers des trésors d'antan. S'il y a eu corruption, nous la trouverons. Que va-t-il arriver à Victor? Demanda René, la voix dure et la rage à peine contrôlée. Il sera inculpé pour l'enlèvement d'Élodie, l'emprisonnement illégal, la mise en danger de l'enfant Juliette, le port d'armes et la tentative de meurtre, répondit l'inspecteur. Ce n'est que le début. Au fur et à mesure que nous enquêterons sur ces autres opérations, il y aura probablement d'autres chefs d'accusation. René acquiesça, convaincu que l'homme qui avait volé la vie de sa fille n'échapperait pas à la justice. Un coup frappé à la porte les interrompit. Une infirmière entra, suivie d'une femme en uniforme des services de protection de l'enfance qui escortait Camille et Juliette. Les filles voulaient vous voir, conclut des services de protection de l'enfance. Elles vous demandent depuis qu'elles sont arrivées. Camille s'est précipitée, s'arrêtant juste devant le lit. « Tu vas bien ?» demande-t-elle à Élodie. « Le méchant homme t'a fait très mal ?» Élodie sourit doucement. « Ça va aller. C'est juste une égratignure. Comment ça va, toi et Juliette ?» Juliette, à moitié cachée derrière sa sœur, lève des yeux écarquillés. « On retourne au foyer ?» demande-t-elle d'une petite voix. Avant que l'assistante sociale ne puisse répondre, René prend la parole. « En fait, je voulais vous parler de ça. » Il se tourne vers l'assistante. « Je sais qu'il n'est pas possible pour nous de les adopter maintenant, Fra. Nous vivons en Bretagne et il y aurait beaucoup de paperasserie et d'études à domicile, mais j'aimerais aider à les placer dans un meilleur établissement et j'aimerais apporter un soutien financier pour leurs soins et leur éducation. » Élodie tend sa bonne main à Camille. « Tu m'as sauvé, tu sais. Si tu n'avais pas eu le courage de trouver de l'aide, je n'aurais peut-être jamais retrouvé ma famille. » Camille rayonne de fierté. Camille rayonne de fierté. Vous avez aussi sauvé ma sœur. L'assistante sociale acquiesce. Nous discuterons certainement des possibilités de placement des filles et un soutien financier serait très apprécié. Le soir venu, la chambre d'hôpital s'est transformée en un véritable centre d'activité. Des médecins sont venus vérifier l'état d'Élodie, des gendarmes sont arrivés pour faire le point sur l'enquête, et Claire a passé d'innombrables coups de téléphone aux membres de sa famille restés à Nantes pour leur faire part de la nouvelle miraculeuse. Victor Marchand a survécu à l'opération, mais reste dans un état critique. Michel et 3 autres hommes associés à l'opération de Marchand avaient été arrêtés et fournissaient des informations aux autorités, révélant un réseau d'activités illégales couvrant plusieurs régions. Lorsque la pièce se calme enfin, René se retrouve assis à côté du lit d'Élodie, la regardant dormir. Son visage, si familier et pourtant changé par les années, semblait paisible pour la première fois depuis des décennies. Claire s'assit de l'autre côté,
sa main se posant légèrement sur le bras indemne d'Élodie. « 20 ans, murmure-t-elle. Je n'aurais jamais cru que nous verrions ce jour. Merci de m'avoir fait passer ces vacances, murmure René, dont la voix est à peine audible au-delà de la boule dans sa gorge. Après toutes les recherches, toutes les impasses et les déceptions, Élodie avait été retrouvée grâce à une paire de rollers dans une vitrine de brocante et au courage d'une petite fille qui ne voulait pas abandonner sa sœur. La vie leur avait pris tant de choses, 20 ans d'anniversaire et de vacances, de jours ordinaires et de moments spéciaux qui ne pourraient jamais être récupérés. Mais assis ici à regarder sa fille respirer, René savait que le plus important n'était pas ce qui avait été perdu, mais ce qui avait été trouvé. L'obscurité qui avait enveloppé leur vie pendant 2 décennies se dissipait enfin. Il y aura des défis à relever. Élodie aura besoin de temps et de soutien pour guérir de son traumatisme, et ils devront tous réapprendre à être une famille. Le voyage ne sera pas facile, mais pour la première fois depuis 20 ans, ils le feront ensemble. À l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, des étoiles commencent à apparaître dans le ciel provençal. René se souvient qu'Élodie adorait observer les étoiles lorsqu'elle était enfant, qu'elle faisait des vœux à la première étoile qu'elle voyait chaque soir. Ce soir, pour la première fois depuis 20 ans, il n'a pas besoin de faire de vœux. Le miracle pour lequel il avait prié toutes ces années dormait paisiblement devant lui, enfin rentré chez lui.